Au nom d'Euralarm et du FFMI, je vous souhaite la bienvenue au webinaire sur les solutions intégrées de protection contre l'incendie pour les batteries lithium-ion. Je m'appelle Jon Kunz et je suis le président d'Euralarm. Je suis ravi de voir la réaction que suscite et l'intérêt que suscite ce sujet. Ce webinaire fait suite à la publication par Euralarm en 2022 d'un guide sur le même sujet. Nous avons publié ce document et déjà organisé ce webinaire en multiples langues parce que les connaissances dans ce domaine sont limitées et les implications pour l'extinction de feux liées aux batteries lithium sont très importantes. Slide suivant. Encore un slide suivant. Alors, je fais ce message d'accueil et slide suivant. Pour ceux de vous qui ne connaissent pas encore Euralarm, nous sommes l'association industrielle européenne qui représente l'industrie de la sécurité incendie et la sûreté. Nous proposons des conseils et expertises à l'industrie, au marché, aux autorités politiques ainsi qu'aux organismes de normalisation. Nous représentons un marché de 67 milliards d'euros dans le secteur qui emploie environ 700 000 personnes à travers l'Europe. Un marché qui prévoit une croissance de 11% jusqu'en 2025. Euralarm est organisé en 4 sections: la détection d'incendie, extinction d'incendie, la sûreté et les services. C'est la section d'extinction d'incendie qui a produit ce guide et ce sont leurs membres qui vous présentent ce webinaire. Slide suivant. La section veille à mieux faire connaître les produits et les systèmes d'extinction automatique tout en travaillant sur les initiatives visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens. Elle promeut la qualité et la fiabilité en utilisant des technologies de pointe. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, je passe la parole à Gilles Magialanti. Gilles. Bonjour à tous et merci Jon pour cette introduction. Bienvenue à ce webinaire sur la protection incendie des batteries lithium-ion. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente rapidement les personnes qui vont intervenir. Franck Lorgerie représente le syndicat français de la détection incendie, le GESI, alors que mon collègue Stéphane Becher et moi-même, Gilles Mangialinti, représentons le syndicat de l'extinction automatique hors sprinkler, nommé le GIFEX. Ces deux syndicats sont affiliés à la FFMI, la Fédération française des métiers de l'incendie, elle-même membre d'Euralarm et en l'occurrence membre de la section extinction d'Euralarm. Comme l'a indiqué Jon Kunz en introduction, notre présentation d'aujourd'hui est basée sur un guide sur le thème de la protection incendie des batteries lithium-ion qui a été publié il y a quelques mois par Euralarm. Vous pouvez trouver facilement ce guide en différentes langues, dont le français bien sûr, sur le site internet d'Euralarm. Nous vous donnerons l'adresse pour télécharger ce document à la fin du webinaire. Alors, pourquoi effectivement avoir rédigé un guide sur ce thème? Slide suivant. Je ne vois pas apparaître le slide. Je ne sais pas si vous voyez le slide suivant. Moi, je ne le Martin, vois. oui, parfait. Ah, moi, je ne le vois pas. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est en pleine mutation, caractérisé à la fois par des avancées technologiques majeures, une augmentation constante des besoins en énergie et des problèmes environnementaux qui deviennent critiques. Nous en avons encore eu la preuve flagrante ces dernières semaines. Le monde devient effectivement plus écologique, en tout cas plus concerné par les enjeux écologiques, et il devient aussi plus connecté. Dans ce contexte, les besoins en énergie se diversifient et s'orientent de plus en plus vers l'électricité et donc des batteries.
Il concerne à la fois une multitude de petits équipements qui nécessitent des solutions légères et peu encombrantes. C'est le cas des smartphones, des tablettes ou objets connectés. Et c'est aussi le cas d'équipements beaucoup plus lourds, comme par exemple pour le stockage d'énergie. Suivant, s'il vous plaît. Un autre domaine en pleine mutation est celui des transports, en particulier automobiles, scooters, vélos, etc. Dans l'automobile, ce sont les moteurs à combustion qui sont remplacés par des moteurs électriques alimentés bien sûr par des batteries. Les vélos traditionnels, vous aurez remarqué qu'on les appelle maintenant des vélos musculaires et on assiste à un fort développement des vélos électriques qui contribuent en plus à élargir la population des cyclistes. On peut citer aussi les scooters électriques qui, eux, sont poussés par le boom des livraisons à domicile et bien sûr les trottinettes électriques dans les villes qui deviennent un risque majeur d'incendie dans les appartements. Nous allons bien sûr revenir là-dessus au cours de la présentation. La courbe que l'on vous présente ici montre une prévision de multiplication par 10 du nombre de véhicules électriques dans le monde à l'horizon 2040. Et vous voyez que les chiffres de tonnage de batterie qui entrent dans l'Union européenne chaque année sont impressionnants. Slide suivant. Bon, je vais enchaîner. C'est bon, Gilles, c'est bon. Ah ben, alors c'est bizarre, moi j'ai toujours du retard à l'allumage. Il existe de nombreuses technologies de batterie, mais la technologie des batteries lithium-ion est aujourd'hui celle qui offre le plus d'avantages dans de nombreux cas. Parmi ces avantages, on trouve en particulier sa forte densité énergétique. C'est le meilleur compromis entre volume et énergie, et la recherche continue pour aller vers des densités encore plus élevées. Ces batteries se chargent rapidement et ont une autodécharge plus faible que celle d'autres types de batteries, environ moitié moins que les batteries au nickel. Et en plus, elles n'ont pas les contraintes que l'on connaissait avec des batteries d'ancienne génération. Ceux d'entre vous qui ont dépassé la trentaine se rappellent bien qu'il fallait les décharger le plus possible avant de les recharger. Sinon, les performances se dégradaient rapidement en termes d'autonomie. C'est pour toutes ces raisons que les batteries lithium-ion se sont banalisées dans notre quotidien. Slide suivant. Mais revenons à la question initiale de ce webinaire, pourquoi un guide? Eh bien, malheureusement, ces batteries lithium-ion n'ont pas que des avantages et sont régulièrement à l'origine de départs de feu. Nous avons tous en tête la mésaventure de Samsung avec ses téléphones portables il y a quelques années. Les trottinettes électriques sont devenues une cause majeure de début d'incendie dans les habitations et quelques feux de voitures et bus ont défrayé la chronique ces derniers mois. Tout cela crée un sentiment d'insécurité qui est d'autant plus fort que ces feux sont violents et difficiles à éteindre. Il est donc important de comprendre quels sont les phénomènes à l'origine de ces feux afin de pouvoir prendre des mesures adéquates en prévention, en protection incendie et, si nécessaire, en intervention. C'est justement l'objet de notre guide Euralarm. Ce guide, il s'adresse avant tout aux professionnels de l'incendie qui sont de plus en plus sollicités pour des risques liés aux batteries. Il s'adresse aussi bien sûr aux prescripteurs et exploitants de sites présentant ce type de risque. Je donne la parole à Stéphane qui va entrer dans les détails du fonctionnement et des risques des batteries lithium-ion. Oui, bonjour à tous. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, bienvenue de mon côté. Donc, nous sommes ravis de vous présenter le résultat du groupe de travail Euralarm section extinction. Non, pas tout de suite, mais c'est pas grave. Nos constats sur ce risque particulier que sont les sinistres liés aux batteries, aux incendies de batterie, particulièrement avec l'emballement thermique, ça reste difficile à appréhender. Donc, dans cette partie du webinaire, nous allons voir les risques incendies associés à la construction des batteries lithium et son environnement, et de là, ce qu'on peut en déduire et qui sert de base à l'emploi de moyens de protection. Donc, les causes potentielles de départ d'incendie, avec en point de mire ce qu'on appelle l'emballement thermique, et les moyens pour atténuer, réduire, éventuellement prévenir l'incendie de batterie.
On est en beau slide maintenant. Alors, pour comprendre le risque de batterie incendie, d'incendie de batterie, nous devons déjà regarder ce que contient une cellule de batterie lithium. En effet, une batterie est constituée de multiples cellules reliées entre elles. Dans ces cellules, c'est un process électrochimique d'oxydoréduction qui permet de générer l'énergie électrique. Pour faire simple, en fait, on a 4 éléments. 2 électrodes, l'anode négative à base de carbone, graphite, et la cathode positive, souvent d'oxyde de cobalt. On a au centre un électrolyte sous forme liquide, pâte ou gel, qui permet la diffusion des ions lithium entre les électrodes. En orange, on a un séparateur, c'est une membrane perméable aux ions lithium, tout en évitant les courts-circuits entre électrodes positives et négatives. Alors, ce séparateur est très mince, il est de l'ordre de 50 microns, soit à peu près l'épaisseur d'un cheveu. Et enfin, de part et d'autre des électrodes, des collecteurs de courant. Donc, pour le fonctionnement d'une pile, lorsque la pile est branchée, l'opération de décharge de la batterie consiste à faire circuler des électrons de l'anode vers la cathode. Au niveau de la batterie, de leur côté, les ions de lithium chargés positivement quittent l'anode pour retourner à la cathode, car ils sont attirés par les charges négatives des électrons. La batterie lithium-ion, a une capacité élevée de stockage, comme on l'a dit, d'énergie. En densité énergétique, on parle de 150 à 200 Wh par kilo. C'est à peu près 4 fois plus que celle du cadmium nickel ou 6 fois plus que les batteries au plomb. Next, please. Alors, quels sont les risques? Donc, la batterie est constituée de multiples... Pardon, c'est bon. Donc, la batterie est constituée de multiples cellules. Dans chacune de ces cellules, le séparateur protège des courts-circuits. Et donc, ce séparateur est très important dans ce risque, car tout dommage sur le séparateur créerait un court-circuit, entraînant une forte probabilité d'emballement thermique. Donc, le phénomène d'emballement que nous allons maintenant décrire. Next, please. Voilà. Alors, l'endommagement du séparateur peut être dû, on voit sur cette figure en bas, sur une agression mécanique sur la batterie, un dommage mécanique, un choc, une pénétration dans la batterie. Sur la partie du haut de la figure, ça peut être une température élevée environnante à la batterie, une ambiance thermique excessive à l'extérieur de la batterie. Et enfin, sur la gauche, différents cas d'abus électriques, comme la surcharge ou la charge excessive, qui peut également créer un échauffement, soit une élévation anormale de la température de la cellule, la charge excessive qui crée aussi une accélération du vieillissement. Alors, ce vieillissement se traduit par une formation de dendrites. Ce sont des formes de cristaux qui sont en forme de sapin de Noël. Et enfin, la décharge excessive, comme la charge excessive, qui crée aussi une accélération du vieillissement du séparateur. Il faut indiquer que ces dommages liés à la charge, décharge, tous les phénomènes, les phénomènes électriques, mais aussi les phénomènes thermiques anormaux, propres ou environnantes à la batterie, peuvent également être détectés par le BMS. Un BMS voulant dire Battery Management System, c'est un système qui pilote et surveille les batteries. C'est un organe électronique qui permet d'effectuer la surveillance en temps réel du fonctionnement de chaque cellule de la batterie et peut sécuriser la batterie contre le vieillissement prématuré ou prévenir d'usage inadéquat. Le dernier défaut possible qui est dans la batterie, c'est le défaut de fabrication, on ne peut jamais l'exclure, de matériaux de fabrication. Donc, en gros, tout ce qui peut générer le dommage au séparateur. Next, please. Slide suivant. Alors, tous ces phénomènes conduisant au court-circuit, précédent.
Yes, previous slide, Martin, please. Merci. Donc, tous ces phénomènes qui conduisent au court-circuit et à un début d'emballement, donc tous ces phénomènes qui conduisent au court-circuit, et un début d'emballement, créent une montée en température de la batterie ou la cellule, et donc par montée en température, met en pression cette batterie par pyrolyse de l'électrolyte. Donc, cela va créer un dégazage de vapeur d'électrolyte qui est évacué par un système d'évent de surpression. C'est la petite fumée qu'on voit en haut de l'image. Sinon, il y aura explosion de l'enveloppe de la batterie. Donc, sans contre-mesure, il y a propagation du gaz explosif qui est un mélange d'air et de gaz électrolyte. Donc, en suivant ce court-circuit, la chaleur, une réaction exothermique rapide, la fonte du séparateur, et ainsi de suite, on a l'emballement de la cellule avec feu, explosion, entraînant une réaction en chaîne aux autres cellules environnant la cellule emballée et se propageant à l'environnement. Next, please. Alors, il y a un commentaire, apparemment, les slides ne défilent plus. Je ne pense pas. Là, on a bien le nouveau slide. Ça fonctionne de mon côté. Là, okay. C'est bon, normal. Ouais. Alors, pour illustrer cela, on va regarder une petite vidéo avec quelques, un petit préambule. Sur la partie gauche de l'image, vous allez voir une cellule d'essai pour laquelle on pourrait constater qu'elle est plutôt robuste. Sur la face avant de cette chambre, toujours sur la partie gauche, il y a un système d'échappement d'air ou d'évent de surpression. Sur la partie droite de l'image, on voit l'intérieur de cette chambre d'essai avec une cellule de batterie d'à peu près 1 kg, soit environ 200 Wh, contenant 150 grammes d'électrolyte. La charge de la batterie est à 100%, et plus que ça, puisqu'on va déclencher l'emballement par une surcharge électrique très élevée de la batterie. Alors bien sûr, dans des conditions standards de température et le niveau d'oxygène à environ 20%. Alors juste pour préciser, donc la cellule qu'on va voir, 200 Wh, ça correspond à une grosse batterie de caméra, par exemple. So, we can launch the video. C'est bien, on a le son avec. Alors, donc, pour rappel, ce test avec une seule cellule de 200 Wh, c'est une seule cellule de 200 Wh. En termes d'échelle, donc un smartphone a une capacité inférieure à 10 Wh. Un vélo électrique, c'est une capacité moyenne de 800 Wh. Une Renault Zoé a une capacité de 45 000 ou 45 kWh en moyenne. Et un système ESS qu'on va parler un peu plus tard, un container batterie, c'est une capacité de 200 000 Wh ou 200 kWh, soit 1000 fois plus que la vidéo qu'on vient de voir, dans laquelle on a pu constater cet effet explosif. On a pu constater donc l'évent de la cellule qui s'est ouvert avec la torchère, donc plutôt impressionnant. Donc au vu de ces quantités d'énergie, on parle d'un risque significatif d'incendie en cas d'emballement. Next, please. Et je donne la main à Franck, pour la suite. Bonjour à tous. Merci Stéphane pour cette explication scientifique et pour aussi bien comprendre l'effet, ce qu'on peut retrouver sur une batterie lithium, ce qui est quand même assez nouveau par rapport à tous les risques que l'on a à gérer.
Donc moi, dans cette partie, je vais essayer de compléter par rapport à ce que Stéphane et Gilles vous ont présenté. Et plutôt, vous avez vu, on a essayé, ce que vous voyez à l'écran, de faire un petit schéma avec des symboles pour représenter les différentes phases qu'on va rencontrer dans l'emballement thermique d'une batterie. Donc voilà, il y a des codes couleurs. Alors, le premier, le vert, bah, vous avez compris qu'on est dans une phase stable de batterie. Le jaune, le petit nuage, c'est pour représenter ce que Stéphane vient de vous expliquer. Donc, c'est la partie, on appelle ça décompression gazeuse ou familièrement plutôt dégazage. Donc, on va essayer justement, les suites des échanges vont être entre cette phase de dégazage et cette phase de début d'emballement thermique. Donc, comme vous voyez sur le slide, on a à peu près entre 1 et 5 minutes pour pouvoir détecter l'emballement thermique, puisqu'on est dans une phase jaune, c'est-à-dire que on est aux prémices, et le but du jeu, c'est d'être, pour le système de protection incendie, d'être le plus actif dans cette phase-là, puisqu'après, on va passer, comme Stéphane vous l'a montré sur la vidéo, sur une phase d'explosion de gaz, et après, on passe sur un incendie à feu ouvert. Et donc, vous avez vu le passage, on parle de temps en millisecondes. Donc voilà, donc ce que nous allons essayer, c'est d'intervenir dans les 1 à 5 minutes entre le dégazage et l'emballement thermique. Et donc, on va essayer de voir les différents types de détection que l'on peut mettre en œuvre pour pouvoir être le plus précoce possible. Next slide, Martin, please. Donc là, on va s'intéresser à la mesure de température. Donc, sur la gauche, vous voyez, on retrouve ce petit nuage pour signifier qu'on est dans la période de dégazage. Et puis, vous retrouvez le petit logo pile avec la petite flamme à côté pour dire qu'on on est dans l'emballement thermique. Et puis, vous avez l'espèce d'éclair qui vous dit qu'on est dans l'explosion de gaz. Donc là, le message à retenir, c'est qu'en fait, vous avez une courbe rouge et une courbe verte. Donc la courbe rouge, c'est pour dire que si on met une détection de température, nous avons mis une détection de température à quelques centimètres de la cellule ou de la batterie à surveiller. La courbe verte, nous avons mis le capteur de température sur la cellule. En fait, ce que vous pouvez constater, donc on s'intéresse toujours entre le petit nuage et la pile, vous pouvez constater que sur la courbe rouge, on ne voit pas l'effet arriver. C'est-à-dire que la moralité, c'est qu'il est très, très important de mettre judicieusement la détection de chaleur. Sur la courbe verte, on voit une légère progression. Bien sûr, en fait, là, les pics, quand on va voir les pics, il est trop tard puisqu'on est déjà dans la phase d'explosion de gaz. Alors, si on fait un petit zoom, donc les deux graphes qui sont à droite, donc vraiment les deux graphes qui sont à droite, ils sont vraiment entre les deux logos. Et donc, on voit justement que sur la courbe verte, on voit une montée de température, alors que sur la courbe rouge, on voit quelque chose de relativement plat puisqu'on n'oscille que de 1 degré, alors que pourtant, on est bien dans l'emballement thermique. Donc, à retenir, la mesure de température, c'est très important, mais il faut la placer judicieusement. Next slide, Martin, please. Non, previous. Donc, en attendant que le slide arrive, maintenant, voilà, exactement, this one. On va s'intéresser à la détection des gaz et de la fumée, puisque voilà, comme on parle de dégazage, etc. Et donc, le dégazage, alors, vous avez les deux courbes de température qui sont à nouveau représentées pour vous montrer que vous allez voir, la conclusion, c'est que en fait, tout est complémentaire. Et la courbe rouge vous montre la mesure de gaz.
Donc, on voit très bien que la mesure de gaz, on a une belle progression entre ces deux phases qui sont vraiment importantes, qui sont le petit nuage, qui est la décompression, qui est le dégazage, et puis la batterie, qui est l'emballement thermique. Il y a un autre point qui est montré aussi, qui est la mesure de, comment dire, de fumée. Et on voit que vraiment, la mesure de fumée, les mesures de particules, on va les trouver après l'explosion de gaz. Donc voilà, donc vraiment la focalisation, c'est la détection thermique, la détection de gaz, et la fumée peut être une confirmation. Next slide, please. Donc voilà, on a essayé dans le guide Euralarm de synthétiser un petit peu ce que l'on vient de voir. Donc c'est comment dire, le graphe précédent. Donc on a mis du vert à droite pour vous montrer qu'on est dans une situation contrôlable. Et sur le rouge, bah forcément, on passe dans la situation d'emballement qui devient plus critique. Donc l'objectif de toute cette conclusion du guide, c'est d'essayer de détecter au plus tôt dans cette partie verte, d'agir le plus tôt possible avec un moyen de protection incendie, non pas forcément pour éteindre, mais pour contrôler et peut-être, en étant très très en amont, de faire une suppression pour pouvoir très vite alerter et faire une intervention. Donc voilà, le slide, ce graphe résume la situation et nous recherchons d'être entre le vert et le orange, toujours ces deux petits logos. Next slide, please. Alors, en synthèse, une détection précoce est nécessaire pour activer le système de protection et d'être le plus en amont possible avant cet emballement thermique. Il y a différentes technologies de détection. Il faut qu'elles soient placées correctement. Il faut qu'elles aient des caractéristiques différentes, qu'elles soient appropriées à l'installation, puisque par exemple, là, on parle vraiment d'aller mesurer sur les batteries. La situation sera différente. Je pense que je ne sais plus, c'est Stéphane ou Gilles qui interviennent après pour une voiture. Bah forcément, les batteries sont dans un produit fini. La solution va être un petit peu différente. Et il y a un autre point très très important où toute la profession s'accorde, c'est le BMS. Alors le BMS, c'est le Battery Management System, qui lui, bah, avant l'emballement thermique, verra une surconsommation de courant ou de tension. Et c'est important aussi de suivre une information, une alarme technique que pourrait donner le BMS pour pouvoir agir aussi avec le système de protection. Je repasse la parole à Gilles. Très bien. Merci Franck pour ces éléments sur la phase de détection de l'incendie. Alors, slide suivant. Enfin, moi, j'ai toujours du retard au niveau des slides, donc je ne sais pas ce que vous voyez. Pour l'instant, on voit toujours détection synthèse. Le suivant va arriver. Donc, slide suivant, Martine, s'il vous plaît. Bien, nous passons maintenant à la phase de protection incendie et comment réduire les risques. Réduire les risques, c'est d'abord prendre en amont diverses mesures qui vont permettre de limiter le risque de départ de feu. Nous allons en parler. Ensuite, si cela n'a pas été suffisant et si un départ de feu se produit, nous allons voir qu'il est généralement difficile d'éteindre rapidement un feu de batterie lithium-ion. Donc, les solutions de protection incendie pourront rarement viser un objectif d'extinction, mais plutôt de contrôle du feu ou de limitation de sa propagation. C'est pourquoi on parle communément dans ce cas de système de protection incendie et pas de système d'extinction. La nuance est importante. Slide suivant. La protection incendie des batteries lithium-ion, c'est un sujet particulièrement complexe. Et tout d'abord, une première chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il n'est pas possible de stopper l'emballement thermique à l'intérieur d'une cellule.
Cet emballement, il va durer quelques secondes et il n'a pas besoin d'apport d'oxygène extérieur. On parle bien ici de la combustion de l'électrolyte à l'intérieur d'une cellule. Donc, en l'état des solutions actuelles, on ne sait pas intervenir pour bloquer cette réaction initiale. Donc, l'enjeu, c'est de stopper la propagation entre cellules ou pour le moins de limiter cette propagation. Des essais sur différentes technologies sont menés à la fois par des laboratoires et des fabricants de solutions, mais il est important de garder à l'esprit qu'il n'existe pas encore en Europe de normes intégrant des protocoles d'essai qui permettraient de valider et comparer des solutions. En tout état de cause, étant donné qu'on ne sait pas aujourd'hui stopper l'emballement thermique à l'intérieur d'une cellule, la performance d'une solution va se mesurer sur la capacité d'un système à arrêter ou à freiner la propagation aux cellules adjacentes, voire aux batteries adjacentes. Slide suivant. Venons-en aux solutions de protection incendie. Les solutions listées ici sont déjà bien connues. Pour les petits appareils mobiles de faible puissance tels qu'un équipement portatif, un vélo ou une trottinette, des extincteurs dédiés aux feux de batterie existent maintenant. Ils permettent d'intervenir rapidement sur un départ de feu. Dès qu'on est sur des équipements de plus forte puissance, on retrouve un panel de solutions connues avec les systèmes automatiques à eau, à gaz, etc. Bon, on ne va pas vous les présenter exhaustivement ici, ça prendrait trop de temps. Par contre, nous avons fait le choix de nous focaliser sur deux applications présentant de forts enjeux. Le premier concerne les containers de stockage d'énergie, communément appelés ESS, Energy Storage System, et le deuxième concerne les véhicules électriques en parking couvert. Je donne tout d'abord la parole à Stéphane qui va vous parler des containers de stockage d'énergie. Oui, merci. Next, please. Ah, ça arrive. Merci. Donc, premier exemple, petite application sur un télécharge d'accumulateurs stationnaires ou ESS, Energy Storage System. Alors, petite introduction sur cette application. On trouve souvent ces containers en interface entre l'énergie renouvelable, l'éolien ou le photovoltaïque, qui génère une production discontinue d'énergie électrique, et le réseau. Alors cela, ça répond aux exigences de stabilisation de sources d'énergie, mais aussi de décentralisation de ces sources. Donc cette application est destinée à se développer rapidement, notamment en raison de l'accroissement de la génération d'énergie renouvelable. On retrouve ces systèmes de stockage d'énergie par batterie ESS aussi dans un large éventail d'applications pour la fourniture d'électricité, la production et la consommation, Smart Grid, Data Center aussi. Next. Please. Je vais démarrer. Oui, merci. Donc, les risques associés à ces containers batterie. Donc, comme on l'a vu précédemment, on a une très forte densité d'énergie stockée, un risque d'explosion lors d'un emballement thermique ou au travers de l'échappement des gaz électrolytes. Mais on a aussi la maîtrise des feux annexes, des feux électriques du container, ces containers contenant des équipements électriques ou électroniques autres que les batteries. Et au-delà de ça, donc la non-propagation à l'environnement du container en cas de sinistre. Donc le point de départ de la conception de tout système de protection contre l'incendie est toujours l'objectif de protection à atteindre. Donc on peut lister l'ampleur acceptable des dommages, la protection de l'installation elle-même, la protection de l'environnement, le fait d'assurer un retour en service rapide, bien sûr suivant le type de sinistre auquel on fait face, les feux annexes par exemple, le feu secondaire, c'est différent que d'un feu d'une cellule de batterie. Les incendies de l'extérieur sur le stockage de la batterie elle-même. Donc là, c'est plutôt des séparations structurelles avec une résistance au feu suffisante. Donc la séparation spatiale ou système d'extinction.
les incendies dans les zones, donc qu'on l'a dit, de l'électronique secondaire en cas d'incendie. Donc il s'ensuit, lorsqu'on a fait ces constats, des objectifs de protection différents et donc des concepts de protection différents. Next, please. Donc, on va reprendre ce qu'on a vu précédemment. On a ce risque, ce container avec plein de batteries. Première étape, c'est de la façon dont on peut éteindre. Donc, comme on a identifié les risques d'incendie, la batterie et les feux annexes, on peut donc déjà se concentrer sur le concept de protection. Donc, la détection, le contrôle d'incendie ordinaire, donc les feux annexes, sont bien connus et bien résolus. La détection classique par détection de fumée pour ces feux dits électriques. Donc, les questions qui restent en suspens sont: comment pouvons-nous détecter un incendie causé par une cellule? Comment et quand pouvons-nous détecter un emballement thermique? Et nous verrons par la suite, pouvons-nous arrêter la propagation de l'emballement entre les cellules? Donc, dans notre cas, la configuration confinée dans un petit volume clos, le container, se prête très bien à une détection précoce de type détection gaz d'électrolytes, comme l'a montré Franck. Éventuellement, ça peut être aussi une élévation précise de température. Et on se doit le rappeler systématiquement, et comme on l'a vu, toute anomalie de batterie, l'état de la batterie peut être aussi vu par le BMS. Slide suivant. Donc, sur la partie protection incendie, on va évoquer, et c'est souligné, un exemple de protection. Ce n'est pas forcément la seule façon de protéger, ce n'est qu'un exemple de moyen de protection par l'inertage. Alors, cet exemple il y a d'autres moyens, ok. Donc, tout dépend de l'objectif en fait de protection que l'on s'est fixé dans le concept global de protection. Donc, toujours avec cette configuration confinée dans un petit volume clos, cela se prête très bien à une extinction d'incendie électrique ordinaire, maîtrisable par un système d'extinction atomique à gaz de type inertage. Ensuite, l'apport de gaz inerte dans l'air ambiant du container permet de réduire, voire supprimer l'effet explosif en cas de dégazage d'électrolytes. Enfin, plusieurs essais ou études ont montré qu'une atmosphère appauvrie en oxygène permet de réduire la propagation d'un emballement thermique d'une cellule de proche en proche vers les cellules environnantes. Slide suivant. Donc, pour illustrer cela, on va reprendre la vidéo de tout à l'heure, hein, avec les mêmes conditions d'essai, mêmes cellules. Sur la partie gauche, l'enceinte sur la vue de l'extérieur. Sur la partie droite, l'enceinte vue de l'intérieur avec la même cellule à 200 Wh. Mêmes conditions d'essai, hormis qu'avant initiation de l'emballement, l'atmosphère dans la cellule a été appauvrie à une concentration de 11% d'oxygène restant. On peut lancer la vidéo. On va le voir sur la partie droite, la fumée, si ça lag pas trop. Voilà, la fumée du gaz électrolyte. Voilà. Donc, on l'a vu que c'est beaucoup plus contenu si on se réfère à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure avec l'atmosphère normale d'oxygène. Donc, avec l'inertage à cellule d'essai, on voit très bien que l'effet explosif du gaz électrolyte est supprimé, fortement atténué.
et que l'incendie de l'électrolyte est rapidement contenu. Donc la transmission des effets mécaniques ou thermiques de la cellule emballée est alors réduite sur les cellules adjacentes et de proche en proche vers les autres cellules. Enfin, le risque de réinflammation d'une cellule emballée ou de cellules proches devenues instables ne sont pas écartés. Donc, une rétention longue de l'inertage nécessaire, on parle au moins 20 à 30 minutes en tout cas, qui a des actions de moyens de secours qui doivent être prévues et anticipées dans l'incident d'emballement de cellules et en cas d'ouverture du container spécialement avec apport d'oxygène frais. Je donne la main à Gilles sur le deuxième cas proposé. Next, please. Très bien. Merci Stéphane. Slide suivant, s'il vous plaît. Bien, on prend maintenant un deuxième exemple avec les véhicules électriques. Alors là, on est dans un contexte qui est totalement différent. Bon, les risques liés aux véhicules électriques en parking couvert représentent aujourd'hui un enjeu majeur de sécurité. On ne dispose pas jusqu'à présent de statistiques sur les feux de véhicules électriques. C'est encore un sujet qui est un peu trop, je dirais, récent. Mais il paraît assez évident par une simple analyse de risque que les véhicules en charge présentent un risque qui est nettement plus élevé qu'un véhicule simplement garé sur une place de parking. Alors, compte tenu à la fois des interactions électriques et chimiques qui se produisent pendant la charge. Par ailleurs, un feu de véhicule électrique génère des phénomènes de torchère sous la voiture. Vous avez peut-être vu ça sur des vidéos. Et ces phénomènes de torchère sous la voiture, ils contribuent à une propagation très rapide du feu aux véhicules adjacents. Et en plus, dans les zones de charge, ces véhicules adjacents, ce sont eux aussi des véhicules électriques. Cette propagation rapide à plusieurs véhicules peut fragiliser les structures du bâtiment et présente aussi, bien sûr, un risque pour les personnes. Alors, il n'est pas réaliste, avec les technologies actuelles, de viser un objectif d'extinction par un système automatique. Par contre, des solutions existent pour contenir le feu et sécuriser à la fois l'évacuation des personnes et l'intervention des pompiers. Mais c'est l'addition de mesures complémentaires qui va assurer l'efficacité du dispositif, avec bien sûr un système de protection incendie, mais aussi des mesures constructives de séparation, de ventilation, de protection passive des structures et des sécurités sur les circuits électriques des IRVE. Les IRVE, donc installation de recharge de véhicules électriques. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, concrètement, un départ de feu ne pourra pas être détecté de manière très précoce. Il ne pourra être détecté que lors de l'apparition de phénomènes à l'extérieur du véhicule. Et donc, à un moment où la propagation entre les cellules, elle est déjà bien engagée. Pour être plus précoce, il faudrait que les véhicules soient eux-mêmes équipés d'un système de détection, ce qui n'est pas envisageable aujourd'hui. Donc, la détection incendie, elle va se faire en ambiance et elle pourra être de type fumée, élévation de température ou aussi, bien sûr, de détection de gaz d'électrolyte. L'objectif ici, c'est de localiser rapidement le départ de feu. Côté protection incendie, plusieurs solutions peuvent être mises en œuvre en fonction de divers critères. Alors, parmi ces solutions, il y a bien sûr le sprinkler qui équipe déjà certains parkings. Il a l'avantage d'offrir une protection sur l'ensemble de la surface. Parmi les autres solutions envisageables, le brouillard d'eau est une alternative qui est pertinente compte tenu à la fois du pouvoir de refroidissement très fort de cette technologie et aussi de l'effet d'abattage des fumées. Nous l'avons vu précédemment, le risque il est plus aigu aux places de recharge. Le brouillard d'eau est adapté à une protection ponctuelle de ces zones. C'est une solution qui est économiquement intéressante et qui limite aussi les volumes d'eau mis en jeu. Slide suivant, s'il vous plaît.
Bien, alors pour illustrer les effets du brouillard d'eau, voici une courte vidéo d'un essai en laboratoire. Alors notez que la vidéo, elle est en accéléré, sinon elle durerait trop longtemps. Voilà, on peut démarrer la vidéo. Vous voyez ici un empilage de batteries auquel on a mis le feu. Après une longue période de combustion qui permet d'avoir un feu développé, le brouillard d'eau est activé. Alors, vous le voyez sur une vue en caméra thermique. Alors, personnellement, je ne vois pas la vidéo défiler. Donc, je ne sais pas si elle est en train de défiler, là. Yeah, we can launch the video. Ah, voilà. Bien, donc au départ, on met le feu aux batteries. Vous voyez un certain nombre de blocs de batteries. On arrive à un feu développé. Et vous voyez sur ces images via caméra thermique donc l'activation du brouillard d'eau. Hein, et donc, on voit qu'on a une baisse de température hein, qui est rapide. Alors là, bon, elle est encore plus rapide parce que c'est un accéléré, mais elle est rapide. Donc certes, la combustion n'est pas totalement stoppée, mais on revient à un environnement qui permet une intervention manuelle sans risque. Et en l'occurrence, c'est l'objectif, et c'est typiquement l'objectif qu'on peut se fixer hein, dans un parking hein, où l'objectif, ça va être justement de permettre hein, aux pompiers d'intervenir sans risque à l'intérieur du parking. Donc voilà pour illustrer ce deuxième exemple. Donc maintenant, on va enchaîner et je vais redonner la parole à Stéphane qui va vous parler d'études et de réglementation en France. Merci Gilles. Slide suivant. Donc, nous profitons de ce webinaire en français sur les risques d'incendie des batteries lithium pour faire un état résumé des études ou de la réglementation en France sur ce sujet. Alors, cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive, c'est à titre d'exemple. Alors, aussi dire que c'est, voilà, on profite de ce webinaire pour le groupement des fabricants installateurs du système d'extinction automatique, le GIFEX, qui est membre de la FFMI, et la FFMI étant membre de RALA. Donc, d'un point de vue réglementaire, dernier point, sur ces risques spécifiques de batteries lithium, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est la Direction générale de la prévention des risques, la DGPR, a un projet de révision sur la rubrique CPE 29-25 qui concerne les ateliers de charge d'accumulateurs. C'est un projet. On peut supposer que d'autres ajouts réglementaires vont suivre, qui pourront se baser sur des études d'organismes tels que nous citons. Ensuite, aujourd'hui, il n'est pas exclu des arrêtés préfectoraux relatifs à certains usages de batteries lithium. Sur les études, voilà, on a cité l'INRS, l'Institut national de recherche et de la sécurité, ou la Direction générale de la sécurité civile et la gestion des risques, la DGSCG, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques industriels et risques, ou le Centre national de la prévention et des protections, le CNPP, qui ont édité tout un tas de documents. Ces documents, ils sont disponibles sur Internet. Ils ont conduit des essais, ils conduisent des essais et émis ces publications. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les études et sur un petit volet réglementaire qui reste à venir. Oui. Et je redonne la main à Gilles. Next, please. Slide suivant. Alors, je suis toujours sur la réglementation.
Bon, c'est pas grave. Alors, restons là. Bien, nous arrivons à la conclusion de ce webinaire. Vous l'avez bien compris, les protocoles d'essai, la réglementation sont encore à un stade de développement. Mais par contre, des premières solutions de protection incendie de batteries lithium-ion existent. Alors tout ça, bien sûr, va encore évoluer dans les mois et les années à venir. Quels sont les points importants qu'on peut retenir? C'est tout d'abord le besoin de commencer par une analyse de risque précise. Alors l'analyse de risque, c'est une démarche qui est indispensable d'une manière générale dès qu'on parle de protection incendie, mais elle est d'autant plus cruciale ici que le sujet est complexe et les situations sont variées. Nous avons listé au début de cette présentation les différentes situations pouvant mener à un départ de feu de batterie. Selon le contexte, quels sont les phénomènes qui sont susceptibles d'apparaître, choc, élévation de température, etc. À quelle fréquence risque-t-il d'apparaître? Pour quelles raisons? Comment limiter ou éviter ces phénomènes? Voilà les premières questions qu'il faut se poser. Ensuite, nous avons vu que la protection incendie n'apporte pas de réponse systématique et définitive. La réponse adaptée est donc une combinaison de moyens qui intègre bien sûr la protection incendie, mais qui doit être couplée avec des moyens techniques, le BMS en particulier, on en a parlé, des moyens structurels et des moyens organisationnels qui vont permettre de prévenir le risque et de contribuer à limiter son développement. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, si l'on se focalise maintenant sur le volet protection incendie, une détection précoce est bien sûr un point clé de l'efficacité globale, comme pour toute solution de protection incendie. Plus le feu sera attaqué à un stade précoce, plus ce sera facile de le contenir, puis de l'éteindre. C'est évident. Mais bon, on a vu, en prenant là 2 exemples, que dans des contextes différents, on va pouvoir se fixer des objectifs qui, eux, sont très différents, avec un niveau de précocité qui ne pourra pas être le même. Par ailleurs, donc, nous avons vu qu'il était difficile de garantir une extinction par un système automatique. Donc, on va plutôt viser le contrôle et la réduction du feu. Par conséquent, la phase d'intervention des secours est indissociable de la stratégie globale mise en œuvre. Et pour finir, j'insisterai sur l'importance du choix des entreprises intervenantes, même s'il n'y a pas encore de cadre de certification de système ou de service spécifique à la protection de batterie. Les règles de l'art en analyse de risque et en installation dans notre domaine de la détection et de la protection incendie, bon, ils restent les mêmes. Et bien sûr, comme pour tout système incendie, c'est très important, une maintenance régulière est essentielle pour garantir dans le temps l'efficacité des systèmes. Slide suivant. Bien, comme nous vous l'avons dit au début, donc ce webinaire il est basé sur un guide Euralarm. Voici l'adresse à laquelle vous pouvez télécharger ce guide en version française, donc sur le site d'euralarm.org, insightpolicyguidance.html. Voilà, donc vous trouverez facilement ce guide à cette adresse-là, et bien évidemment le guide est beaucoup plus détaillé et plus complet que ce qu'on a pu vous présenter durant cette heure. Voilà. Slide suivant, s'il vous plaît. Si vous souhaitez contacter Euralarm, vous disposez d'une adresse mail qui vous est donnée ici. Donc, c'est secrétariat@euralarm.org. Et vous pouvez aussi suivre l'activité de l'organisation Euralarm sur LinkedIn. Slide suivant.
Je vous remercie pour votre attention. Nous disposons d'un peu de temps pour répondre à des questions, si vous le souhaitez. Donc, je vais donner la parole aux personnes qui le souhaitent. Il y avait une question qui était déjà posée par Anne-Laure Pasini, qui pose la question: avec les électrolytes solides, le risque est-il plus faible? Alors, bon, je vais peut-être commencer, mais mes collègues pourront compléter s'ils le souhaitent. Bon, très clairement, notre domaine de compétence et notre expertise, c'est la protection incendie et pas la conception ou la fabrication de batteries. Donc, effectivement, il y a différents types de technologies et en tout cas, certaines qui présentent moins de risques ou en tout cas qui prétendent moins en présenter. Alors là aussi, je pense que c'est quelque chose qui peut rentrer dans le cadre de l'analyse de risque, c'est-à-dire que si on est dans un contexte qui fait que on sait identifier très clairement quelle est la technologie utilisée, le type de technologie à ce moment-là c'est intéressant de le prendre en compte dans effectivement l'évaluation des risques et certainement que certaines technologies en présentent moins que d'autres. Par contre, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on va être, par exemple, si je reprends l'exemple des véhicules électriques, on va trouver dans un parking des véhicules de différentes marques, de différentes âges, etc. Donc, avec des technologies qui vont être différentes. Donc, il y a beaucoup de situations dans lesquelles ça va être, je dirais, difficile de prendre en compte la technologie des batteries, puisque de fait, les technologies seront certainement différentes. Il y a 3 autres questions, je les lis. Il y en a une de Vincent Janvier qui dit: donc concrètement, je fais quoi pour gérer le risque d'incendie de ma trottinette? Moi, je peux répondre une petite partie de ça. Pour les vélos électriques et les trottinettes, plus souvent, le problème est parvenu quand quelqu'un a acheté une batterie de remplacement qui n'est pas de l'entreprise qui a fait ou la trottinette ou le vélo. Presque tous les cas que moi je connais sont parvenus à cause de ça. Alors, si il y a une batterie à remplacer, remplacez-le avec ce qui va avec la trottinette ou le vélo. Alors, ce qui est clair, c'est que les trottinettes, c'est probablement l'appareil sur lequel il y a le plus de départs de feu. D'abord, bon, bien évidemment, c'est comme dans tout type de produit, il y a différentes gammes de trottinettes, mais on va trouver pas mal de produits dans lesquels on a des batteries qui sont peut-être relativement low cost, avec des BMS qui restent assez basiques. Hein. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la trottinette, c'est un produit qui va subir des vibrations, des chocs. Donc, on va avoir donc des phénomènes d'usure et de risque au niveau mécanique qui sont certainement plus forts que sur d'autres types d'équipements. Donc, quand on cumule ces différents points, on se retrouve effectivement avec un produit qui présente un risque assez élevé. Donc, peut-être que le premier conseil à donner, c'est déjà de faire attention où est-ce qu'on stocke sa trottinette électrique et en particulier où est-ce qu'on la recharge, hein, puisque là aussi, la phase de recharge est toujours une phase plus critique. Pour une trottinette électrique, bon, on a vu que donc il existe aujourd'hui des extincteurs dédiés aux batteries lithium-ion qui permettent en tout cas d'intervenir, alors selon le stade de développement du feu, hein, là aussi,
on n'a pas une garantie d'extinction, mais en tout cas, ça va permettre de diminuer très fortement l'effet, de pouvoir peut-être simplement sortir la trottinette de façon à éviter qu'on ait une propagation du feu. Voilà. Il y a une prochaine question. Quelle technologie de détection incendie, optique, CO thermique ou combinaison est-il recommandé pour détecter la phase décompression gazeuse? Gilles. Franck, tu réponds? Oui, bien sûr. Alors, je crois que la question elle vient de Vincent Bodson. Alors, merci Vincent de poser cette question. Je pense que normalement, tu as la réponse à la question, mais d'ailleurs, ce n'est pas la détection de CO, puisque on ne voit pas que du CO. Il y a suivant les types de batteries, il y a lithium. Vous savez, toutes les batteries sont à base de lithium, et suivant qu'ils ont après, ils ont du phosphate ou du fer, etc. Et c'est un petit peu comme disait Gilles à l'instant, le problème, ce qui est important, c'est de savoir, lors de l'analyse de risque, qu'est-ce qu'on va avoir comme type de batterie, et suivant, on va mettre en conséquence la détection de gaz qui va bien. On l'a vu que la détection optique, elle est plutôt dans une phase de confirmation, plutôt que dans une phase de précoce. Et la détection thermique, ou dite de chaleur, il faut qu'elle soit le plus près possible de la cellule. Donc la détection de chaleur, ça va être des sondes au plus proche, ou ça peut être aussi à base de détecteurs linéaires de chaleur, qui existent dans les systèmes de détection incendie. Alors vous avez les deux types, vous avez les non réarmables et les réarmables. Et voilà, donc suivant comment est l'installation, la configuration, on va essayer de trouver le type de détection le plus adapté au risque. Tout ceci se passe dans la phase de risque. Il n'y a pas de réponse type aujourd'hui. Il faut vraiment, je pense que vous avez tous compris, être très en amont, préparer ceci, une phase de dialogue, etc. Pour les trottinettes, je réponds tout de suite, c'est un autre problème. On est plutôt dans l'application grand public. Et là, ma réponse, elle était plutôt dans le milieu application professionnelle. Il y a une deuxième partie de cette question. Est-il possible de détecteur ou de détecter, je pense, cette phase dégagement gazeux dans un cas de parking en sachant que les batteries sont en général bien enfermées dans les véhicules et avec quelle technologie? Alors, c'est justement la présentation qui a eu lieu. Pourquoi il y a eu deux cas de choisis, les ESS et après le parking avec les voitures électriques, puisque justement, on n'est pas dans deux applications identiques. Une où les ESS, on peut prévoir et être très en amont. Le véhicule, comme c'était exprimé, on peut avoir différentes sortes de véhicules dans le parking, et c'est plutôt, on va détecter à l'extérieur du véhicule. Donc la solution aujourd'hui, c'est plutôt comme était proposé, de voir qu'il y a un véhicule en emballement thermique pour protéger, pour éviter la propagation de l'incendie de ce véhicule. Ultérieurement, peut-être, en ce moment, il y a beaucoup de discussions, ça évolue énormément. Peut-être que dans un futur, on pourrait penser que les batteries des voitures embarquent des solutions de détection au cœur des cellules qui permettraient d'être beaucoup plus précoces. Mais voilà, on n'en est pas là au jour d'aujourd'hui. Peut-être, oui, on peut estimer. Merci. Il y a une prochaine question de Patrick Van Diem. Quelle est la différence entre sprinkler et brouillard d'eau? En général, on ne parle que de sprinkler dans les parkings. Qui veut répondre? Gilles? Alors, effectivement, oui. En tout cas, si Stéphane, tu veux compléter, j'ai peut-être commencé à répondre. Alors, effectivement, le sprinkler et le brouillard d'eau, bon, c'est deux technologies qui sont différentes, même si elles sont proches dans le sens où, dans les deux cas, on utilise de l'eau. Bon, le sprinkler, effectivement, va être utilisé pour
couvrir l'ensemble d'une surface avec une détection par ampoule. Bon, qui est une détection qui a une précocité limitée et donc on va arroser là où une ampoule a cassé. Le brouillard d'eau, lui, il peut être utilisé aussi avec cette même technologie de buse à ampoule, simplement c'est des buses qui sont différentes, qui produisent du brouillard d'eau, mais le brouillard d'eau, il peut aussi être utilisé avec un système qu'on appelle dit de déluge, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une détection beaucoup plus précoce avec de la détection de fumée en particulier, voire pourquoi pas dans certains cas de gaz de combustion et déclencher un système brouillard d'eau qui pourra couvrir une zone qui peut être par exemple l'ensemble d'une zone de véhicules qui sont en charge, une zone où on a une dizaine de véhicules typiquement en charge. Donc, de ce point de vue-là, on va pouvoir adopter des stratégies différentes en brouillard d'eau par rapport à un sprinkler. Donc, on va pouvoir en brouillard d'eau ne couvrir que la zone où les véhicules sont en charge. Donc, je dirais que voilà, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a une technologie qui est meilleure qu'une autre. Il y a des contextes différents. Protéger un parking complet en sprinkler, ça peut être un investissement très lourd. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir un panel de solutions de façon aussi à ce que le développement des bornes de recharge dans les parkings couverts puisse avancer. Aujourd'hui, il y a un décalage entre le développement des véhicules électriques et le développement des bornes de recharge qui ne suit pas clairement, qui ne suit pas le rythme, quoi. Donc, il faut trouver des solutions pragmatiques pour avancer et de ce point de vue-là, le brouillard d'eau est une alternative qui peut être très intéressante. Voilà ce que je peux vous dire. Stéphane, est-ce que tu voulais dire quelque chose là-dessus? Non, c'est parfait. Après, on peut rajouter qu'en effet, le brouillard d'eau, il a aussi une capacité de refroidissement de structure qui est beaucoup meilleure que le sprinkler. À l'inverse, le sprinkler, il est très utile, tout ce qui est parking couvert et ouvert, là où il y a beaucoup de circulation d'air. Là, le sprinkler est peut-être plus adapté. Donc, comme vient le dire Gilles, ça dépend toujours d'un cas concret, d'une analyse de risque. Mais en effet, le but, c'est de refroidir et les deux fonctionnent. Il y a une prochaine question de Philippe Oraro. Dans le cadre des parkings couverts, comment s'articule l'évolution des textes sur le compartimentage et les exigences de stabilité? À notre connaissance, pour l'instant, il n'y a rien de publié. C'est la synthèse qu'a présentée Stéphane. Il y a des groupes de travaux, il y a des discussions, il y a des textes, enfin des guides, mais il n'y a pas de modification réglementaire pour l'instant. D'accord, merci. Il y a une question de Fernando de Pablo Cabrera. Dans le domaine industriel, avec des batteries puissantes, est-il raisonnable de se fixer un objectif d'extinction d'incendie ou faut-il plutôt partir d'un objectif maîtrise de l'incendie jusqu'à l'intervention des pompiers pour prendre la relève? J'imagine que le temps d'autonomie du système d'extinction et donc le coût sera beaucoup plus important dans le premier cas si nous considérons qu'il n'est pas possible d'arrêter l'emballement thermique ou rarement. Qui veut répondre? Alors, effectivement, c'est ce qu'on a dit pendant cette présentation. Se fixer un objectif d'extinction,
ce n'est clairement pas réaliste. Alors bon, il faut voir, hein, vous parlez de domaine industriel avec des batteries puissantes, bon, ça peut être très, très, très large, hein. Mais à partir du moment où on a un bloc de batterie avec des centaines de cellules à l'intérieur, prétendre pouvoir, enfin en tout cas avec les technologies actuelles, prétendre être capable d'éteindre ce feu de manière définitive avec un système automatique et dans un temps réduit, ce n'est clairement pas raisonnable. À partir du moment où une cellule est partie en emballement thermique, bon, on a des températures de l'ordre de 1000 degrés, donc une propagation qui peut aller vite. Donc clairement, oui, il faut. L'idée, justement, c'est aussi de dire, c'est pas parce que on ne peut pas éteindre de manière certaine qu'on ne peut rien faire. Et donc il y a plein d'intermédiaires là-dedans. Et déjà, si on peut diminuer fortement la propagation, stabiliser à une zone relativement réduite parce qu'on a une détection relativement précoce, mais ça va permettre d'intervenir. Alors effectivement, on va calculer une autonomie qui est en cohérence avec le temps d'arrivée des pompiers, plus le temps qu'ils vont mettre à se mettre en situation, et de façon à ce qu'eux puissent prendre le relais. Ça peut permettre aussi de faire de la séparation, c'est-à-dire de sortir, d'accéder pour sortir des produits proches de façon à essayer de limiter au maximum le potentiel de développement du feu. Voilà, donc c'est vraiment ce type de raisonnement qu'il faut avoir et il ne faut pas raisonner blanc ou noir, ce n'est pas extinction ou rien, hein, voilà, il y a aujourd'hui des solutions qui permettent d'intervenir, de faire des choses qui vont permettre d'éviter le pire, même si le mot extinction n'est en général pas pertinent. Merci. Il y a une prochaine question de Benoît Carneret. Dans la phase gazeuse, nous préconisons des capteurs gaz HF ou fluor d'hydrogène. Qu'en pensez-vous? Oui, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, suivant aujourd'hui, il existe six familles de batteries lithium. Et en fait, suivant, donc ils sont caractérisés par 3 lettres. Alors, je vais faire court en synthétique. Et suivant ces types de batteries, on n'a pas forcément les mêmes dégagements de gaz. Donc, si on ne connaît pas le type de batterie, eh ben, on conseille de mettre ces 6 capteurs de gaz. Mais suivant la connaissance du type de batterie, on pourrait se permettre d'avoir qu'un seul type de détection de gaz. Mais c'est généralement ces 3 types de gaz qu'on va trouver, vous vous rappelez le petit logo qu'on vous a présenté, qu'on va trouver dans la phase de dégazage. Merci. Une prochaine question de Liliane Cole. Existe-t-il des EES de taille variable ou ces unités de stockage sont-elles de cette taille pour tous les sites? Non, il y a plusieurs tailles. Là, on a montré une photo. Sur la diapositive, il y avait 3 mentions sur les puissances stockées, donc de très grosses à des plutôt petites. Mais il y a en effet assez assimilable à la taille de container, on va dire, des petits containers aussi. Merci. Il y a Charles qui pose la question dans le cadre de parking couvert de type dépôt de bus, architecture Eiffel, et avec habitation au-dessus du dépôt, comment peut-on éviter le pire et donc les installations actuelles ne sont pas aux normes malgré les travaux réalisés? Alors là, c'est délicat parce que c'est un cas particulier et voilà. Donc, je pense qu'il y a une commission de sécurité où il y a bien des analyses qui ont été faites par la mairie de Paris et la RATP. Donc, c'est difficile d'aller répondre sur ce cas particulier.
D'accord. Dans tous les cas, bon, je dirais qu'il faut mener une analyse de risque spécifique et de façon à voir quelle technologie pour être utilisée. Mais là aussi, bon, on est, vu de loin, je vais dire, plutôt proche de ce qu'on a pu dire sur sur les parkings de voitures. Donc là aussi, l'idée, c'est de voir quelle technologie utiliser de façon à essayer de rapidement de détecter un départ de feu et de pouvoir limiter le feu peut-être à un seul bus et pour éviter la propagation, parce que à partir du moment où on a une propagation de bus en bus, effectivement, on va avoir assez rapidement un gros problème en termes de stabilité de structure. Donc, je pense qu'il y a, en tout cas, il y a des choses à faire, même si aujourd'hui, elles ne sont pas strictement définies de manière réglementaire, etc. Merci. Il y a une prochaine question de Maxime Lang. Y a-t-il des tests de design brouillard d'eau plus représentatifs de véhicules électriques avec batterie en emballement thermique dans un parking? Alors, comme on l'a vu aujourd'hui, il n'y a pas de protocole d'essai qui soit comment dire, partagé, qu'on trouve dans des normes. On va retrouver des protocoles d'essai pour les parkings, mais pas spécifiquement les véhicules électriques. Par contre, des laboratoires proposent des protocoles d'essai qui permettent à un industriel de valider une solution avec et spécifiquement des véhicules électriques. Oui. Ça, c'est des choses qui existent. OK, merci beaucoup. Il y a Stéphane du l'établissement cantonal d'assurance qui pose une question tout à fait simple. Est-ce que cette présentation sera disponible, ce qui veut dire téléchargée sur notre site d'Euralarm? Martin, is this presentation going to be available on our website? No, it will be available on YouTube and presented on our website. Yes, Johan. OK. As of next week. OK, merci beaucoup. Prochaine question de Anne-Laure Pasini. Que pensez-vous de l'utilisation de caméras thermiques hier pour détecteurs au plus tôt des élévations de température? Les caméras thermiques sont à l'extérieur, donc ça va être un complément d'information, mais qui ne vont pas forcément voir lorsque la batterie va faire son dégazage. Donc la caméra thermique va être un complément d'information, mais ça ne peut pas se baser que dessus. L'idéal, c'est de revenir à une détection de gaz et puis un complément de caméra thermique pour savoir à la limite quelle est la partie qui va être la plus chaude sur l'élément qui part, enfin la solution qui part. Mais il ne peut pas y avoir aujourd'hui d'avoir une seule type de détection. Et attention, la caméra thermique, c'est pareil. En ce moment, vous savez il y a eu un travail de fond qui a été fait par le CNPP à la demande des assureurs, justement, donc pour qualifier ces caméras thermiques. D'ailleurs, la règle APSA des assureurs a eu une évolution. Il y a une annexe 13 qui a été créée justement pour bien stipuler et encadrer ce type de détection et que ça reste fiable et précoce. Donc attention à l'utilisation de caméras thermiques. Maintenant, si on veut quelque chose, c'est décrit dans un texte. On parlait de trucs non publiés, ça c'est publié et c'est officiel.
Merci beaucoup, Franck. La prochaine question, la RATP met en place des travaux dans la plupart des centres de dépôt de bus pour recevoir les premiers bus électriques, mais quand on voit les vidéos des feux de test, on est sceptique quant à la sécurité du personnel. Qu'en est-il? Oui, alors on est aussi sur un cas d'application. Les feux de bus, on ne peut pas, pour le coup, dans ce webinaire Euralarm, prendre un cas particulier du RATP, même si on comprend tous, bien sûr, le bien fondé de la question. Pour le coup, on ne peut que parler sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur les protections des bus, comme tous les centres de dépôt, pas spécifiquement pour la RATP. Par contre, bien sûr, pour la RATP, bon, c'est quelque chose qui peut être, comment dire, les entreprises, notamment membres du GIFEX, peuvent s'associer pour pouvoir répondre aux besoins que peut avoir la RATP. Merci. La prochaine question, c'est de Fernando. Encore une fois, à nouveau dans le domaine industriel, après lecture rapide de votre guide, je n'ai pas une idée claire des différences d'efficacité contre les feux de batterie des différents systèmes d'extinction, brouillard, sprinkler, gaz, mousse, etc. Comment choisir le système le plus performant pour ce type d'incendie, sachant que tous les fournisseurs ne proposent pas toutes les solutions listées dans votre guide? Alors, oui, c'est une question intéressante. Bon, ce n'est pas, encore une fois, c'est pas possible de dire tel risque égale telle solution, hein. Il y a différentes technologies. Le Euralarm représente un grand nombre voilà, d'entreprises hein, spécialisées dans la protection incendie. Donc, voilà, il est difficile d'être trop directif, sachant en plus que, comme on l'a déjà dit, étant donné qu'il n'y a pas aujourd'hui de protocole d'essai établi qui permettent vraiment de comparer des solutions, les tests qui sont faits sur différentes technologies ne sont pas strictement les mêmes. Hein. Donc, c'est pour ça que, bon, voilà, je suis désolé, on va encore faire une réponse qui va rester générale, mais voilà, c'est une analyse de risque au cas par cas qui va permettre de faire des choix. Alors, on a pris là 2 exemples hein, et sur ces 2 exemples, on a voilà, mis en avant une ou 2 technos qui sont intéressantes. Alors, c'est pas restrictif, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que celle-là qui marche, mais bon, l'idée, c'est quand même voilà, d'avoir un début d'orientation sur certains sujets. Merci. Il y a une question de Stéphane et Farouja, encore une fois, et il pose la question qui est assez longue. Je vais juste prendre la première partie. Prenez-vous des mandats d'expertise, notamment en Suisse, etc. Non. Je crois que c'est les entreprises elles-mêmes qui sont mentionnées. Je crois que Gilles a mentionné, en fait, il n'y a passablement d'entreprises qui font partie d'Euralarm et ces entreprises qui pourraient faire ce type de mandat d'expertise. Mais en tant qu'Euralarm, nous ne le faisons pas. Et comme on l'a précisé, enfin, dans Euralarm, on va trouver des entreprises, mais aussi des fédérations. Hein, et oui. Typiquement, au niveau français, c'est la fédération française qui est membre d'Euralarm, elle-même étant bien évidemment composée d'entreprises spécialisées. Oui, même si ça, c'était pour la Suisse.
Pour la prochaine question, Jean-Luc Keinec pose la question pour le stockage de cellules avant assemblage de batterie. On parle souvent de limiter le niveau de charge de ces cellules. Avez-vous des éléments à ce sujet? Oui. C'est pas faux. Après, il faut voir la contrainte du cas d'application. C'est vrai qu'on a vu que le champ est très vaste sur les cas d'application. Donc là, c'est difficile de répondre, en effet, de façon générale sur la question. D'accord. Pour la prochaine question, Stéphane pose la question, quels sont les réels problèmes ou risques causés par une extinction à eau sur ce type de batterie? L'immersion est-il toujours pertinent? Oui, c'est toujours. En fait, oui. Dans les philosophies qu'on peut trouver, on a ce qu'on appelle let it burn, on laisse brûler jusqu'à on immerge comment dire, l'élément qui est parti en emballement. La cellule, la batterie, la voiture, enfin, l'ensemble d'éléments. Donc tout dépend du concept qui est mis en œuvre, le niveau de détection précoce, de la façon, on le connaît sur certaines applications ou de stockage où il y a une détection très précise dans le stockage de batterie dans lequel on vient par un sorte de transgerbeur de robot, prendre la batterie, la mettre en piscine. La solution d'immersion est toujours peut-être pertinente. Tout dépend en fait du contexte d'application. Merci. Il y a une dernière question. Je sais qu'on est à la fin de notre temps, mais je la pose. Vous avez parlé du BMS, information reçue lors d'une discussion sur les engins avec batterie lithium qui tendent à remplacer les engins thermiques. Envisager l'intégration d'un système de monitoring des batteries en charge par biais d'une solution avancée d'analyse des données de batterie externe additionnelle au BMS, telle que la solution PowerUp ou équivalente. Je ne vois pas trop la question, mais peut-être que quelqu'un peut au moins regarder ça ou y répondre. Je ne sais pas, où est-ce qu'on peut comprendre que les engins auront une sortie, une connexion et qu'on pourra exploiter si on met un système autour? Je sais pas, je voyais juste ça, comme ça. D'accord, on est à la fin des questions. C'est pas mal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci à Gilles, Franck et Stéphane pour vos présentations. Si vous voulez avoir plus d'informations, regardez sur le site d'Euralarm. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne journée. Bonne journée. Merci à tous, au revoir.